Le gamin qui était Louis Rodin, c'était quoi pour lui le cinéma? C'était la sortie avec les copains. Et j'avais failli mettre ça dans le péril jeune, en fait, le choix qu'on faisait d'aller voir un film, on mettait des heures à choisir le film parce que. Puis de Paris, t'as de la chance, t'es en province. Ouais, non, c'est vrai, à l'époque, et en plus il y avait presque plus de choix qu'aujourd'hui. Non, c'était un bon endroit, Paris. J'étais en 13e, donc pas loin du quartier latin. Et donc on allait voir beaucoup de films quand j'avais 15 ans, quoi. On était cinéphile ou qu'est-ce qui t'intéressait? Les metteurs en scène, les acteurs? Tout ça, oui, non, les metteurs en scène, je pense que j'étais dans un milieu qui était déjà assez intello. On allait voir le film Hitchcock, le film plus que ouais, le film c'est de ça, il y avait tout ce truc de connaître Fritz Lang, Hitchcock, le cinéma japonais, donc on allait voir Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, Bergman, Antonioni. Il y avait quelque chose qui faisait que à 15 ans, il y avait déjà cette curiosité-là. En plus, on avait des gens, il y avait Jean Boucher qui donnait des cours comme ça, qui faisait des conférences après les projections. Donc, il y avait vraiment le goût de fouiller un peu les films. Il y avait un côté culturel, en tout cas, assumé. Trop culturel pour l'IDEC ou... Alors, peut-être. Non, parce que. Les mecs, ils sont passés à côté. C'est vrai que moi, je me sentais souvent en porte-à-faux. Parce qu'en même temps, je faisais partie de cette culture française, cinéphilique et tout ça. Et en même temps, je me sentais pas proche de... Il y avait des films qu'on me disait il faut aimer, donc on me disait il faut aimer Liasson, il faut aimer Les Bêtes, il faut aimer Romer. Moi, j'étais vraiment assez hermétique à ça. Et donc, je comprenais pas pourquoi il fallait aimer Liasson. Je trouve que le temps a passé. T'as toujours pas compris? Non, parce que c'est pas mon goût, quoi. Donc, mais je pense qu'on était beaucoup plus normatif et dictateur intellectuellement à l'époque, et qu'aujourd'hui il peut y avoir un dingue de SF, il peut y avoir un type qui adore les mangas, je pense qu'on peut mieux le vivre aujourd'hui, d'avoir des goûts différents. Et donc le côté auteuriste où on vous dit, Angelopoulos, c'est un très grand réalisateur. Non, pas forcément. On a le droit de le dire. Mais votre génération, vous avez l'impression d'être comme une espèce de nouvelle vague ou pas? Avec Vincent, avec des gens comme ça? Oui, je pense. Vous êtes tellement différents que... Oui, mais je pense qu'il faut vraiment le temps pour le juger. Je pense qu'on est dans une époque assez forte du cinéma français. Parce qu'il y a une diversité de gens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qu'on ne se rend pas compte, mais le fait qu'il y ait Agnès Jaoui, Jacques Audiard, Pascal Ferrand, Desplechin, Nakache Toledano, il y a des espèces d'ouverture incroyables sur des types de cinéma très très divergents qui cohabitent. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui est fort cinématographiquement. Puis vous êtes tous apparus presque à la même époque, avec le même producteur. C'est par hasard quand même. C'est une génération, quoi. C'est vrai que les années 80, on a toujours parlé de 3 personnes, c'est-à-dire qu'il y avait Carax, Besson et Benex. Les années 90, il n'y a pas 3 personnes, il y en a 20, quoi. Donc je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose qui est apparu dans les années 90, et presque encore plus aujourd'hui. Je pense que en ce moment, alors peut-être les portes vont se fermer là maintenant, mais en tout cas il y a eu l'apparition de nouveaux réalisateurs l'année dernière, ou dans les 2 années qui viennent de s'écouler, c'était assez clair. Valérie Donzelli, quand elle fait La guerre est déclarée, Police de Maïwen, il y a vraiment quelque chose qui faisait qu'il y avait une nouvelle façon de faire du cinéma et qui en même temps s'inscrit dans une tradition. Enfin, c'était très clair, quoi. Donc, non, moi j'ai l'impression qu'on est dans une époque, dans un pays et dans une époque où il se passe plein de choses. Mais ta bande à toi, c'est les acteurs, parce que les acteurs comme Zinedine, des gens comme ça, tu travailles avec eux depuis très très longtemps, mais au niveau des techniciens, c'est pareil. Il y a des gens qui te suivent depuis le début, ou tu as besoin de ça ou pas? Parce que oui, alors j'en ai pas besoin parce que c'est un milieu très mobile, donc j'ai appris à me séparer des gens plus qu'à rester avec eux, parce que de fait c'est pas tellement possible de rester tout le temps ensemble, et en plus les phénomènes de bande, j'ai jamais été non plus très fan. Donc moi j'aime bien les amis, enfin j'aime bien la fidélité, l'amitié, quoi, et c'est vrai avec les techniciens. Et après, c'est pas toujours possible. Là, je voulais que ce soit
chef opérateur que j'avais eu dans les 2 derniers films, et puis il est parti faire le Bondry, du coup il a pas pu faire mon film. Il y a tout le temps ça finalement, les techniciens. Donc c'est vrai que les acteurs d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des acteurs qu'on ne peut pas avoir parce qu'ils sont sur d'autres trucs. Donc c'est difficile dans ce métier d'avoir un truc cohérent en disant voilà, j'ai une troupe de théâtre et je reste pendant 40 ans avec la même. Ce qu'ont fait Peter Brook, Mnouchkine pendant longtemps, c'est pas tellement possible dans le cinéma. Mais donc Palidec, donc les États-Unis, ça joue ça, de se retrouver avec des gens comme Todd, des gens comme ça. Oui, je pense que ça fait une ouverture d'esprit différente. Forcément, en plus là aujourd'hui, je suis bien obligé de voir que le fait d'avoir fait des études aux États-Unis m'a donné envie, ou en tout cas m'a donné l'idée de faire l'Auberge espagnole. Qu'aujourd'hui je me retrouve avec 3 films qui ont suivi, enfin 2 films qui ont suivi l'Auberge espagnole. Donc on peut dire que si j'avais pas été aux États-Unis, j'aurais pas fait ces 3 films-là. Au-delà du fait de se dire est-ce que je fais plus du cinéma américain ou du cinéma français, est-ce que j'ai appris une autre façon de voir, de mettre en scène aux États-Unis, certainement que oui, mais en même temps je me sens très français de ma façon de faire des films. Donc je sais pas à quel point j'aurais été un réalisateur différent si j'avais fait l'IDEC, enfin donc la Fémis aujourd'hui. Ça c'est une question qui est difficile, mais plus que le fait d'avoir fait New York University à la place d'avoir fait une école française, j'ai voyagé. C'était plus ça, c'est le fait d'avoir vécu 2 ans à New York, plus que l'école, qui a été important. Et étonnamment, le premier film que tu fais, rien du tout, il est terriblement ancré dans le cinéma français, avec des acteurs, on va chercher Odette Laure, on va chercher et puis on emmène Lucchini, on emmène ces gens-là, c'est le scénario qui paraissait évident. Le scénario et le court-métrage que j'avais fait avant, qui avait plu à tous ces gens-là. Et donc, je sais que Fabrice Lucchini, il a accepté de faire ce film parce qu'il se sentait à l'aise avec moi. Il venait de faire La Discrète, donc il avait une bonne expérience avec un jeune réalisateur. Et donc, voilà, il y avait une époque c'était très sensible. J'étais dans la production qui ne faisait que des jeunes réalisateurs. Donc il y a eu Kassovitz, il y a eu Eric Rochant, il y a eu Christian Vincent, il y a eu Trananoum, il y a eu plein de gens en fait qui se sont suivis là-bas. Et du coup, il y avait la notion d'une génération qui apparaissait, quoi. Et parler du monde du travail, c'était pas si fréquent que ça à l'époque? Pas du tout. Même d'ailleurs de parler d'un PDG, parce que moi à l'époque, je me souviens même des séances avec les journalistes quand finalement ce personnage de Lucchini, je voulais qu'il soit sympathique. Quand je disais je voulais que le patron soit sympathique, à l'époque c'était effrayant pour les gens. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'un patron pouvait être sympa, ça paraissait très je t'ai rattrapé avec le temps du gâteau. C'est ça. Mais c'était juste de dire voilà, c'est possible d'être PDG et être sympathique et être victime du système autant que les ouvriers. Donc voilà, c'était une parole qui était très bizarre à l'époque. Les syndicats étaient très troublés parce qu'il n'y avait pas de syndicats dans le film. Il y avait de course à pied. Et très bizarrement, il y a eu les gens du MEDEF et les communistes qui ont aimé le film. J'ai jamais compris où ils se retrouvaient. Mais c'est tout le milieu. Ouais, c'est ça. Donc c'était un film assez étrange sur la description du monde du travail. Et après arrive Le Péril jeune. C'est quoi? C'est une espèce de miracle, cette espèce de... Parce que ça devait même pas être un film de cinéma. Donc c'est un film pour Arte. C'était même pas Arte, je crois que c'était la 7 à l'époque. Et puis, il y a un destin qui a été très étrange. Il est passé à la télévision, il a été repéré par les gens de la Gaumont qui ont décidé de le passer au cinéma alors que c'était pas du tout un film Gaumont. Donc, 1 an plus tard, il sort au cinéma. Puis finalement, le vrai succès du film, c'est fait en VHS, puis en DVD, mais il y a eu un destin du film vraiment en vidéo. Donc, c'est un film qui a eu un impact d'une façon étrange, beaucoup sur la longueur. C'est pas du tout fait au moment de la sortie. On appelle des films cultes, quoi. C'est des films qui... Mais ce qui est étrange, c'est que tu as déjà un pied dans le cinéma, parce que tu n'avais déjà fait rien du tout. C'était pas bizarre pour un jeune réalisateur de se dire je vais aller à la télévision? Si, c'était super étrange à l'époque. Parce que d'habitude on dit j'en ai fait un premier, je vais en faire un deuxième. Voilà, c'est ça. Il y avait plein de gens qui me disaient mais t'es con, là tu vas être catalogué réalisateur de télé. Et non, il y a eu pas mal de choses comme ça, où finalement, je pense après coup que c'est un film qui m'a permis vraiment d'obtenir une espèce de statut de réalisateur.
mais alors que tout le monde me disait faut pas le faire. Enfin, d'une part Arte, il y avait très peu de spectateurs, mais tout le monde me disait personne va le voir. Enfin, il y avait plein de choses qui me poussaient pas à aller par là, quoi. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression que toute ta carrière tu la prends à contre-pied parce que c'est des films très personnels et après tu fais un air de famille qui appartient quand même quelque part à Bakri Jaoui, où tu retrouves finalement. Moi j'ai toujours fait les choses intuitivement et c'est vrai quand je fais un casting je choisis intuitivement quelqu'un. Il se trouve que quand je travaille avec Kelly Reilly ou Audrey Tautou, Romain Duris ou Cécile de France qui commençaient dans l'Auberge espagnole, tous. Romain était le plus qualifié, je dirais. Tous se retrouvent des stars 15 ans plus tard. On sent ça qu'ils vont devenir des stars ? Moi j'étais attiré. Je peux pas dire que je disais ouais, ça va devenir des stars. Je l'ai pensé. Disons que c'était une pensée commune avec Bruno Lévy, qui à l'époque était directeur de casting, qui est devenu producteur, où lui, il me disait tu verras Vincent Elbaz, ça va devenir une star. Il m'avait dit ça sur Kelly Reilly, il m'avait dit tu verras, elle deviendra une star. Et franchement, moi je me souviens des séances de casting de l'Auberge espagnole. Moi je repérais que c'était une super forte actrice, c'était celle que je cherchais. Je cherchais une anglaise très typique et vraiment j'ai vraiment flashé sur elle. Mais j'avais pas ce discours sur qui elle va devenir dans l'avenir. Bruno Lévy beaucoup plus. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est horrible parce qu'il y a tellement de choses à dire. Est-ce que tu as un Antoine Doinel avec ton personnage là, ou tu es plus proche de Claude Berry Oui, parce que moi je pense aussi au cinéma de papa, cette façon d'être entre la fiction, l'autofiction. C'est quoi le modèle? Plus ces deux-là ou de choses vraiment je m'inscris vraiment dans une. Enfin, je veux dire, on peut pas faire ces trois films-là sans penser beaucoup à Truffaut. Donc je passe derrière lui. Mais je pense que la relation qu'il avait avec Jean-Pierre Léaud et avec Antoine Doinel est pas la même que celle que j'ai et avec Xavier et avec Romain Duris. Berry, c'est encore mieux, il prend son propre rôle. Donc... Oui, non, c'est au moins les choses sont claires. Moi, les choses sont claires. Mais moi, j'ai jamais dit que ni Romain ni Xavier étaient mon alter ego, alors que Truffaut le disait sur les deux. Donc, c'est un danger, tu penses? Non, c'est pas ça que je cherchais. Ouais. Moi, je cherche beaucoup plus la fiction. Je cherche à créer de la fiction. Donc, Xavier, il y a des choses de moi, mais c'est pas moi. Et de la même façon que c'est pas Romain Duris non plus, c'est Xavier. Donc, on a créé un personnage, moi et Romain. Et le but, c'était d'arriver à fabriquer de la fiction avec suffisamment de choses personnelles pour que ce soit crédible, qu'il y ait de la sincérité dans ce personnage, parce que moi j'ai fait des études à l'étranger, j'étais à New York, mais j'ai transposé ça à Barcelone, donc directement il y a quelque chose qui n'est pas à moi. Lui il fait des études de finance, d'économie, et moi je faisais des études de cinéma. Donc dès le départ, je choisis que le personnage ne soit pas moi, quoi. Et ça décrit la génération Erasmus, moi je suis pas de cette génération-là. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est très proche, mais c'est pas la même chose. Mais tu as l'impression que tu revois les anciens comme ça? Non, là pour faire Casse-tête chinois, j'ai revu l'Auberge espagnole, et je voulais revoir les poupées russes, j'ai même pas eu le courage de le voir. Et non, c'était un peu la première fois que je revoyais un film que j'ai fait. C'est difficile de revoir un film, de s'asseoir et de faire, enfin comme pour un spectateur, c'est qu'on l'a vu tellement un million de fois en le faisant que c'est difficile longtemps après. Donc là, c'était troublant pour moi 13 ans plus tard, de m'asseoir devant l'Auberge espagnole et de le regarder un peu comme une façon un peu naïve. Mais j'étais agréablement surpris, si je peux dire, parce que je pensais pas que c'était. Enfin, je gardais un autre souvenir du film, donc c'était bien que je le voie. Non, je dis ça parce qu'il dit beaucoup j'ai 40 ans. Moi j'entends j'ai 50 ans quelque part, mais c'est cette notion du temps qui passe et de l'époque. Tu sens que ce film-là, il est en train de raconter une époque, que les films d'avant racontaient une époque et que tu. Est-ce que tu es fier parce que incroyablement à quel point tu comprends ton époque et tu as compris l'époque d'avant? Moi, c'est ce que moi j'ai l'impression que de toute façon, quel que soit le film qu'on fait, on décrit son époque même si on veut pas. Et donc on fait un film qui se passe, c'est de la science-fiction, ça se passe en l'an 3000 et on habite sur Mars. On décrit à mort les années 2010, quoi. Donc Métropolis de Fritz Lang, ça décrit à mort les années 20. Donc, et peut-être ça décrit. Je pense que peut-être c'est
à l'époque, on parlait pas du réchauffement de la planète. Donc c'est un film qui est venu faire le début. Horriblement. Dire, le monde peut changer. On nous dit que ça va être de plus en plus technologique. Finalement non, parce que finalement, j'ai connu à New York, dans cette ville qui est super high-tech, finalement il y a des pannes d'électricité qui peuvent durer, ça a duré quand même 4 jours. 4 jours sans électricité à New York, et je me suis retrouvé dans les ambiances de peut-être. C'est-à-dire que c'est pas du tout interdit, c'est passé ça au Japon après Fukushima, de se dire qu'on est dans un niveau de technologie, d'avancée, tout ça très haut, mais que le côté il n'y a plus d'électricité, c'est possible, vraiment. Et donc, je trouve que notre époque-là commence à penser ça, ce qui s'est passé avec l'altermondialisme, avec plein de choses qui pensent le low-tech, comme on appelle ça aujourd'hui, ou le slow food, enfin tous ces phénomènes qui sont très actuels, de dire voilà, il n'y a pas que la course au fast-food, la course au high-tech, la course aux trucs surtechnologiques. Il y a le fait qu'on se dit voilà, il y a le goût du bio par exemple, il y a la mode du bio, donc c'est troublant de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a développé des produits chimiques, tout ça, on se dit peut-être c'est dangereux les produits chimiques et les OGM, et donc on va revenir à un truc plus archaïque. Dans le monde du vin, c'est super troublant de voir que des gens ont enlevé les tracteurs pour remettre des chevaux, et que dans certains domaines qui sont super sophistiqués sur plein de choses, en chimie, en agronomie et tout ça, ils se disent finalement le tracteur c'est archaïque. Donc c'est ces images-là qui sont intéressantes. Donc c'est vrai que pour revenir à votre question, quand moi j'essaye de faire un film, il y a toutes ces choses-là qui sont des choses que je sens, parce que je lis les journaux et je regarde les infos télé, donc voilà, il y a des choses que je sens de mon époque, puis que j'inscris dans le film parce que mon métier c'est d'être un peu une espèce de filtre des choses qu'il y a autour de moi, et puis que toutes les choses dont on est tous le témoin, les délocalisations, la mondialisation, la montée du FN, voilà toutes les choses auxquelles on assiste, la crise de 2008, moi je les reçois comme tout le monde. Donc après, on voit quels sont les impacts de toutes ces choses-là sur la vie de tous les jours.